On va encore attendre un peu et on va commencer. Je faisais un peu ma liste des trucs intéressants qu'il y avait. Bon, forcément, ça va être ouais, toute la partie crypto, US of course. La Chine, ça a pas mal bougé, je pense que vous avez dû suivre. Et après, en soi, je vais mettre un peu tout ce qui est thématique que je suis à court terme. Enfin, que j'ai des trucs qui ont changé, on va dire. Sinon, je suis en train de regarder vite fait les autres tickers qui pourraient être intéressants. Ouais, on va rajouter ça. Tac. Je sais que je voulais pas les business. C'est dans la partie crypto. Tac. Bah du coup ce sera le replay du live normalement demain ou ce soir si effectivement j'ai rien à remonter etc je pourrais l'envoyer direct. Et après faut que je vois, je suis en train de réfléchir au timing où je sors mon briefing. La question est-ce que vraiment je le sors le lundi, sachant qu'il me semble que Phil aussi le sort le lundi. Donc bon après ça gêne pas forcément mais faut que je vois. Ou je la sors dans le week-end, est-ce que vraiment c'est plus... faudrait que je vois le plus opti en soi. Mais le briefing sort. Ouais, c'est sûr. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'entends déjà Az avec ses gros souliers vanner là-dessus, quoi. Mais oui, non, mais en soi, je pense que ça sera, la vidéo sera record le week-end et sera publiée lundi. Donc ça, et après les vidéos thématiques, j'ai déjà pas mal de sujets. Après, il faut que je vois comment je les tourne. Mais sinon, non, ouais, comme j'avais dit, normalement, j'en ferai une tous les 2 semaines au moins. Donc je pense que déjà dès la semaine prochaine je vais commencer à filmer la première. Faut que je vois par quoi je commence. Peut-être, comme j'avais dit, ça pouvait être pas mal de choses, hein. Tout ce qui est thématique, des trucs classiques comme les ETF, SOPE, etc. Qui sont des vidéos assez basiques, mais en soi c'est toujours bonne affaire, un peu pour les bonnes manières de traiter un PEA, de gérer un PEA. Sinon après il y a des trucs un peu plus thématiques qu'on a parlé du style tout ce qui est spread chart etc quand on veut justement accumuler un actif spécifique ou vouloir jouer un peu tout ce qui est surperformance etc qui peut être intéressant. Ou sinon je peux partir directement potentiellement dans les positions que j'ai rajoutées sur la partie IA ou la partie GLP. Donc là ça va être plus une étude de la boîte. Quelles sont les bonnes choses que j'ai aimées, etc. Pourquoi je l'ai acheté tout simplement. Donc ça pourrait être quelque chose aussi, il faut que je vois. Donc après voilà, le dernier problème c'est ça me ferait chier par exemple une des positions que je rajoute, c'est sur les vidéos de pourquoi je l'ai rajouté 2 mois après et bon soit si l'action fait moins 30 vous aurez une occasion de vous foutre de ma gueule. Mais si elle fait plus 30, ça me ferait chier aussi de ne pas l'avoir partagé avant. Donc faut que je vois. Après, ouais, je peux pas tout faire en même temps. Donc ouais, je vais balancer le pour ou contre. De toute façon, après c'est le début, donc c'est clair qu'on va tenter des choses, etc. Et en fonction de vos retours à vous et des autres, on se mettra un peu des règles entre guillemets sur comment on va gérer ça. Oula. T'as ton micro à full bugué, donc j'ai pas entendu. Sans le bug cette fois-ci. Ouais, là c'est bon, t'entends. Pas de soucis.
Quel public je vise? En soi, je vise pas essentiellement un public particulier. En soi, un public qui s'intéresse forcément aux crypto aussi à la base. Et justement, qui vont potentiellement, je vais potentiellement plus les pousser aussi vers à s'intéresser au trading, quoi. Donc après, non, mon but n'est pas de viser une audience spécifique et de snowball là-dessus, hein. C'est que justement, pour l'instant, j'ai publié pas mal de choses et je verrai ce que j'aime, ce que les gens aiment, ce que j'aime faire aussi. Et à partir de là, on verra, hein. Mon but n'est pas d'être le prochain acheteur, hein. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alors, clairement. Oui, c'est sûr que ça peut être clairement quand on parle crypto, souvent les gens investissent sur les cryptos avant de se dire que ok, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je gagne. Ils partent du principe que dans tous les cas, c'est de l'argent perdu. La réalité, c'est que des gens entre se dire que c'est de l'argent perdu et qu'on le perd réellement, c'est autre chose. Donc c'est sûr que il y a tout un travail de volatilité du portefeuille, etc. Comme je dis, c'est quelque chose que je maîtrise totalement. Après, est-ce que la question, c'est effectivement sur le crypto, etc. C'est difficile d'expliquer la variance parce que les gens s'en foutent en soi. Ils croient mon portefeuille pareil, mon portefeuille crypto, je le gère pas non plus pareil que mon portefeuille tradi. Donc c'est sûr que faut jouer. Mais ça peut être clairement aussi déjà une bonne thématique et un bon rappel, etc. De effectivement, c'est 2% sur de risque sur des positions. Mais après, effectivement, si derrière tu prends 20 positions différentes sur des actifs corrélés, c'est pas réellement 2% de risque, quoi. C'est juste que t'as mis 2% sur 20 fois la même chose. Donc quand tu te prends 2% sur l'une, tu te prends les 2% sur toutes les autres. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu as ce qu'on appelle tout ce qui est bêta, donc quand le marché fait plus 1, ton actif fait plus 1, mais quand le marché fait moins 1, ton marché fait moins 1, si tu as que des actifs qui se suivent entre eux, typiquement si le marché fait moins 10, toutes tes positions font moins 10, quoi. Donc à partir de là, c'est sûr que typiquement, on a une grosse réflexion, c'est ce que les actifs crypto sont corrélés au marché traditionnel. Comme on peut le voir, c'est pas forcément là où les marchés traditionnels sont aux ATH, nous on est clairement pas sur les ATH. Donc c'est sûr que on a des variances qui varient, que ce soit sur les bêtas et il y a des périodes de corrélation bien plus fortes. Je sais pas si on pourrait le mettre, indicateur, ça pourrait être toujours intéressant, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas regardé. Il me semble qu'il y avait un. Ouais, bien sûr, mais c'est plus la tendance, on va dire. Ouais, bien sûr, ça peut clairement être une bonne approche. Non, non, mais je suis totalement. Non, non, mais c'est totalement, je suis totalement open à ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, hein. Le but, c'est aussi de faire un truc que ça plaise aux gens, un peu justement. Typiquement, je sais même pas. US 500, typiquement. Oula, non. Mhm. Les pilules entières, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est le but de toute façon, c'est de faire le travail que je fais moi en perso et de le montrer un peu comment il est, hein.
Donc c'est sûr que ça peut après, comme je dis, ça peut plaire aussi. Il y a clairement une audience qui sera beaucoup plus intéressée sur la partie crypto que sur la partie tradi. Mais en soi, c'est la première fois que j'entends la vôtre. Il parle pas, il est toujours en shadow, mais il est toujours le micro à côté. Mais, euh, mais oui, totalement, non, mais de toute façon, je veux dire, au fil des vidéos, si, que ce soit en commentaire ou même en MP, etc., vous savez toujours que de toute façon, je serai toujours open aux remarques. Hein. Je suis pas. Si je dérive dans dans des dérives sectaires, vous aurez le droit de me fusiller, hein, comme j'avais dit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors après, comme je dis, on va en parler. Il y a des réussites, il y a des pertes. Hein. Le but étant, c'est que tes réussites amortissent tes pertes. Donc, c'est tout l'intérêt aussi d'après d'un portefeuille. On en parlera d'ailleurs. Hein. Je sais que tout ce qui est Weight Watcher, etc., c'est des trucs que j'avais pas mal parlé et qui ne fonctionnent pas du tout pour le moment. Euh, donc, hein? Non, non, je peux couper. Après, c'était une pondération par rapport aux autres GLP, aux autres portefeuilles GLP qui étaient en soi. Il a bouffé une bonne partie de mes gains sur mes shorts, quoi. Mais en lui-même, il n'a pas. C'est l'intérêt justement de quand on fait un. Après, c'est peut-être quand je ferai une vidéo YouTube là-dessus, mais quand on fait un portefeuille thématique avec je sais pas combien de positions j'avais à un moment, avec tous les shorts, parce que là j'ai presque plus de shorts, même plus je crois. Je devais avoir une 10-15 positions, ce qui n'est pas énorme en soi. Hein. Quand on joue une thématique, on peut être encore plus large. Hein. Donc on peut, ou aussi dans ces cas-là, quand on sait absolument pas quoi faire. On achète, on va dire, la grosse pelle qui est la plus populaire, donc souvent la plus grosse boîte. Donc ça pouvait être Lilly et Novo pour les pilules, ou quand on parle de l'IA, Nvidia et Intel, ou je sais pas, enfin des grosses boîtes. Et après le but c'est sur ça, quand on sait pas quoi faire, on achète, je veux dire, on achète la plus grosse. Et quand on sait quoi, quand on veut tenter un peu de surperformer justement la plus grosse, c'est là on va chercher justement des boîtes qui vont potentiellement aider, qui dérivent justement de celle plus grosse. Donc Nvidia, ça peut être ça va être les thématiques IA. Donc il y a énormément de tout ce qui est, j'en avais pas tout parlé, de tout ce qui est d'entreprises qui font de la connectique autour, qui aussi ont, avec cette tendance, cette narrative IA qui avait explosé, ont grossi énormément. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il faut que je rajoute ces deux boîtes sur la partie IA pour en parler. Tac. Tac. Donc ça on en reparlera. Et typiquement ouais, il y a plein de différentes façons en fonction justement de comment les gens jouent ou pas. Où vraiment il y a l'action de ok, narrative IA, on achète du Nasdaq, quoi. Donc il y a aussi ça c'est on va dire la version la plus simple de niveau retail, ce qui n'a pas de mal en soi. Le plus risqué serait de faire quelque chose de compliqué quand vous ne savez pas faire de quelque chose compliqué. Enfin, quand vous n'êtes pas, entre guillemets, même en soi, les gens qui ont l'habitude, justement, de tout se construire un portefeuille, d'aller chercher des plus petites boîtes, etc., peuvent à la fin se tromper totalement dans leur sélection, même s'ils prennent un éventail large de 20 ou 25 boîtes, parce qu'ils surpondèrent potentiellement des players, on va dire un peu des blue chip dans cette narrative-là, donc des petites capitalisations qui justement peuvent exploser avec une narrative quand on parle d'intelligence artificielle. Mais à la fin, en fait, quand on compare juste celui qui a acheté le Nasdaq et celui qui a fait son portefeuille avec 20 actions différentes, il avait un peu de Nvidia, mais il avait surtout, en fait, quand on additionne la somme de son portefeuille, enfin la pondération de son portefeuille, beaucoup de small cap. En fait, on peut se retrouver à la fin à avoir quelqu'un qui a sous-performé, quelqu'un qui a juste simplement acheté Nvidia, ou simplement quelqu'un qui a acheté le Nasdaq. Donc c'est aussi ça aussi qu'il faut savoir quand on construit un portefeuille dedans, c'est qu'à vouloir faire le plus malin que soi, souvent on finit dans le ravin, quoi. Sachant que même ceux qui justement après, l'intérêt c'est au moins de se connaître. C'est le problème, c'est si les gens typiquement, comme j'expliquais un peu vite fait avec Aventis avant, tout ce qui est trading court terme, etc., personnellement j'ai arrêté parce que j'ai vu justement dans les tendances où vraiment sur le long terme c'était clairement pas là où j'étais le meilleur. Donc je me fais ok, j'arrête de faire des conneries, je coupe mon compte de trading à court terme et je me mets à faire ce qui est bon, quoi. Enfin, faut connaître ses forces et capitaliser dessus. Donc
Après, chacun fait comme il veut, mais d'où le fait que justement, à vouloir, moi là où je présente justement une thématique de portefeuille, construction 20-25 positions, avec des shorts, avec des longs, sur le papier c'est stylé. La réalité, c'est que si on se trompe, on peut avoir juste une sous-performance par rapport à quelqu'un qui simplement a acheté du Nvidia, quoi. Et je vous avoue qu'à mon avis, en asset manager, juste quelqu'un qui a acheté du Nvidia depuis le début d'année, je pense qu'il surperforme déjà pas mal de personnes, quoi. Nvidia, depuis le début d'année, c'est 28%. Hein. Donc, non, mais voilà. Mais dans le sens où justement il y a une façon de jouer les plays. Après, la narrative IA n'a pas juste commencé depuis janvier, début janvier. Hein. Mais bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas le répéter. Mais c'est force pour ceux qui ne le savent pas forcément. Alright. Sur ce, on va peut-être commencer un peu à tout ce qui est analyse. Mais je suis totalement. N'hésitez pas aussi à parler et tout, hein, en espérant que justement, moi, ça me permettra de savoir que mon recording record aussi les sons venant de l'ordi, ce qui n'est pas sûr à 100%. Mais au moins, je serai sûr cette fois-ci, après le live. Donc, typiquement, un petit. Faudrait que je vois comment je peux incorporer la charte aussi la charte, le chat. Faudrait que je vois aussi, ça pourrait être à mettre à côté un truc en transparent. Mais alright, on va commencer vite fait partie US parce que ça a pas mal bougé. Bon, surtout la Chine qui a pas mal bougé. Bon, je viens de dire, il y a quand même pas mal de choses qui a bougé aussi. Hein, on va pas se mentir, aussi les cryptos. On va se faire assez rapide sur la partie US. Donc la partie US, sachant que la dernière fois, la dernière présentation c'était le 17, donc on était en dessous des ATH, hein, typiquement. Donc tu avais ATH justement qu'on avait fait, donc ça remonte à longtemps, ça remonte fin 2021. Donc contre toute attente, voilà, ATH cassé 2 ans plus tard. Sachant qu'il me semble que la semaine dernière, j'avais clairement dit que vu la façon dont le marché montait, ça me surprendrait pas que justement on allait chercher au-dessus des ATH. Après la direction, j'ai envie de te dire, c'est extrêmement. En tout cas, les boules, tout ce qui est acheteur voudront faire tout pour justement maintenir la cassure de l'ATH. Hein. Mais plus en fait, à partir du moment où le marché vient juste sous le plafond, donc le plafond étant l'ATH, il y a quand même généralement beaucoup de chances qu'on vient au moins lui taper dedans, passer au-dessus pendant quelques pourcentages avant d'avoir le moindre reverse. Après, ça ne veut absolument pas dire qu'il y aura reverse. Hein. Mais en tout cas, on voit justement que le marché a accéléré. Donc ces dernières semaines, on a vu il y a pas mal de noms, dont Nvidia, hein, qui ont des sacrés charts. Mais après, voilà, on va dire les magnifiques, les Maxis, comme on les appelle, on font quand même, voilà, Microsoft, ça fait un petit moment, sachant qu'ils ont même doublé. Ils sont la deuxième compagnie à passer à 3 trillions de market cap. Bon, ils m'ont menti parce qu'ils ont juste chuté juste en dessous du coup. Mais les fameux 3 trillions de market cap, donc sachant que seulement Apple avait réussi à le faire. D'ailleurs, je me demande à l'heure actuelle si Microsoft est toujours devant Apple. Je pense pas. Mais en tout cas, ils sont collés, quoi. Donc typiquement, Apple n'est pas forcément le meilleur player pour tout ce qui est intelligence artificielle niveau point narratif. Là où Microsoft, c'est clairement un pur player aussi dans la dynamique intelligence artificielle. Donc justement, ayant une grosse pondération dans les indices, cette narrative en fait te permet justement d'avoir un indice qui est potentiellement, certes, pas forcément comment dire. Là où tu as l'impression d'acheter 500 boîtes, en fait, déjà 30% de ton portefeuille est sur 7 boîtes. Et encore 30%, je pense que c'est même plus. Si on fait un petit... ouais. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais à mon avis, la tendance doit être encore plus forte qu'on a pu le faire il y a quelques années.
Donc sur du S&P, t'as ouais, 7, 13, 16. Ouh. Ouais, t'as un bon. Sur le top 10, t'as quand même au moins 30%. T'as 30% de l'indice, quoi. Donc j'imagine même pas si par exemple, juste je veux voir le QQQ. Nasdaq. Wait analysis. Ah, bah c'est super ça. Je vais juste voir vite fait pour la science. Est-ce qu'on arrive à accomplir. Donc voilà, t'as Nasdaq où il y a 100 boîtes, t'as quand même allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, t'as au moins 30%, t'as 30% sur le top 6, quoi. Donc forcément, ça pose toujours des questions, etc. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, la narrative n'a absolument aucun retard, parce que tout le monde sait sur le papier que l'intelligence artificielle, c'est le futur. Après, la question, c'est toujours pareil, le futur, on le paye à un certain prix. Donc là, ce sera la grande question de, effectivement, est-ce qu'on ne rentrerait pas justement sur des actifs comme Nvidia, etc., en pure bulle. C'est totalement possible. Le problème, c'est pas le mec intelligent va dire ok, c'est une bulle, faut shorter. La réalité, c'est qu'une bulle, je pense que là où vous êtes souvent sur pro indicateur, etc., vous êtes même sur les bitcoins quand vous l'avez subi. Une bulle, c'est super bien quand on est dedans. C'est extrêmement dur à timer. C'est même d'ailleurs le principe d'une bulle, c'est extrêmement difficile à timer. Donc certes, dire que c'est une bulle, c'est un point. Dire que ça va chuter à un moment, certes, mais le problème c'est que une bulle peut durer dans 2 mois, on peut se péter la gueule, comme dans 3 ans. Donc il y a aussi toute cette composante là, à savoir que ce qui casserait tout ce délire là, etc., tout ce délire autour de la bulle, enfin des actifs qui ont justement cette gueule là, c'est la récession ou pas. Là après on revient à la grande question, est-ce qu'on aura une récession ou pas? Bon, maintenant ça fait un petit moment qu'on la traite et pour l'instant il n'y a pas forcément de signe majeur d'une récession à venir. Dans tout ce qui est emploi, on peut remettre les chiffres, tout ce qui est employment, etc. On est toujours sur des all-time low, sachant que j'entends déjà les gens me dire bah forcément une tempête arrive toujours enchaîne toujours avant. Avant une tempête, toujours le beau temps. C'est ce qui est le cas. À chaque fois qu'on avait en soi une récession, on était toujours sur des ATL sur l'emploi. Mais le problème étant que justement cette partie de all-time low peut durer pendant un bon moment. Chaque fois que l'emploi avait toujours un reshoot à la hausse, c'est parce que les entreprises faisaient déjà moins de thunes, les gens consommaient moins. Et derrière, il y avait toute une délire de la politique de la Fed avait justement trop restrict trop l'économie trop fortement, ce qui avait entraîné une cassure de quelque chose. Que ce soit en 2009 sur le logement, en 2000 pareil, qui avait cassé la bulle d'Internet. Pour autant, je veux dire, le timing était... quand j'ai pu lire, il y a pas mal d'articles sur... Druckenmiller justement qui disait dans tout ce qui est la psychologie, Druckenmiller qui était justement un des bras droits de Soros à l'époque, donc dans le hedge fund, qui disait que voilà, lui savait que c'était une bulle, typiquement il ne voulait pas participer dedans, mais tous les jours quand il allait au travail, il voyait ses compères qui faisaient plus 5%, enfin c'est de l'argent de façon exubérant, forcément. À partir du moment où on surfe une bulle et qu'on est bien positionné, on peut se faire, comme avec les cryptos, se faire énormément d'argent. Le fait est que le moment où il en pouvait plus d'attendre à force de dire que c'était une bulle, il s'est dit ok fuck it, je rentre dedans. C'était le pic au top. Donc et là il a perdu extrêmement cher derrière, forcément. Le fait est que voilà, dire que c'est une bulle, c'est quelque chose. Le fait de dire que ça va chuter demain, c'en est une autre. Donc on peut paraître smart et faire énormément de corrélations de pourquoi du comment en regardant le reverse repo rate, etc., le reverse repo de la Fed, le reverse repo de la Fed qui justement se deplete. Donc il y a reverse repo Fed. Donc c'était un des gros arguments qui était sur l'overnight. Ouais, c'était celui-là. Hop. Le reverse repo de la Fed qui est souvent une grosse de la liquidité qui est mise sur les côtés par les banques
et qui est réinjecté en fait fortement sur l'économie. Donc typiquement la question c'est toujours pareil. En fait il y a énormément de narratifs que je lis ou pas sur Twitter sur on arrive sur une crise de liquidité bientôt parce que justement l'overnight repurchase agreement arrive à zéro. Les gens font des calculs savants que en fonction de la dette américaine qu'elle augmente, etc. Bref, ils font toute une analogie de ok, on aura à partir du trimestre 2024 un problème au niveau de la liquidité sur les marchés. Le fait est que ça fait des années qu'ils le disent, enfin ça fait depuis maintenant 2022-2023 aussi entièrement. J'ai pu le dire aussi, je le reconnais parfois. Mais j'ai arrêté justement cette narrative de vouloir timer en fait un reverse du marché. Parce qu'en fait c'est absolument pas forcément le plus lucratif. Donc il y a des périodes de risk on, risk off qui sont extrêmement intéressantes à avoir. Bien sûr maintenant qu'on a un peu on pourrait dire tant que les ATH sont cassés on peut être risk on, ça peut être une manière de faire hein. Là on a un range entre combien 4008 et 3005, troisième bande à 4006. On a un pullback sur une grosse zone de volume hein. On la voit hein. On avait deux grosses zones de volume qu'on avait identifiées. Donc ça rebondit totalement sur la première et on allait instantanément casser les ATH. Donc on va pas dire que le marché est pire hein. Faudrait un peu être totalement dans le déni que de se dire que le marché il va bientôt chuter parce que X ou Y raison. La réalité c'est pour l'instant on continue de faire des ATH tous les jours. Tout ça pour dire à la fin que tout ça c'était pour dire quoi que oui, on peut faire des projections sur ce qui peut se passer dans le futur. La réalité, c'est que pour l'instant, le marché s'en tape et continue à faire des ATH. On peut le voir notamment après aussi, c'est énormément drivé par tout ce qui est l'obligataire. Et justement, sur le marché, anticipe déjà ce que va faire la Fed sur les prochains rendez-vous. Donc, les prochains rendez-vous de la Fed, j'ai pas les dates exactes, mais normalement, il y en a un le mois prochain. Là où ils vont, spoiler alert, je doute qu'ils continuent de monter les taux, mais justement le marché à un moment s'était mis à anticiper très fortement une coupure des taux, donc une baisse des taux de moins 25 points de base, donc 0,25% dans les prochains meetings. Typiquement ça a été revu à la baisse, donc le marché n'anticipe plus autant, mais on est clairement dans ce jeu de vouloir être le premier à forecast quand est-ce que la Fed va baisser les taux. Et typiquement, historiquement en tout cas, la Fed a toujours baissé les taux quand c'était la merde. Sauf effectivement, il y a un exemple justement, que c'était en 1980, où il y avait eu cette période d'inflation très forte. Donc on peut le voir, une US inflation rate, si vous voulez. CPI plutôt. US CPI, on va faire ça. Je crois qu'il était là. Nope. US CPI. Il y a le core, mais on va prendre le classique, je pense. Ah non, c'est pas le CPI en pourcentage. Never mind. Tac. Il n'y a pas autant d'historique que je le voudrais. Alright. Donc par exemple typiquement en fait on avait justement eu un peu ce cas là où la Fed s'était mis à baisser les taux à l'époque ici. Parce que justement là les taux étaient passés de 11 à 5%. Donc ils se disaient, sachant que la target toujours pareil, à l'époque c'était au moins 3%, bon, on va dire 2 à 3%. Le fait est que quand ça avait chuté très fortement de 11 à 5, parce que l'économie ralentissait, etc. Donc en soi c'était un peu la narrative qu'on avait il y a quelques mois, que l'économie ralentissait et que ça se voyait justement dans les rapports de l'inflation. Donc la Fed avait baissé les taux, et on peut voir que justement la Fed l'avait baissé typiquement trop rapidement, parce que l'inflation s'était remis très fortement à remonter. Donc on a eu un double pic de l'inflation. Et typiquement, quand je vous mets par exemple en comparaison le marché, je crois que c'est SPX pour voir le plus.
Yes. On va se le mettre juste en... on va faire comme ça. Hop. Donc il y a eu un peu cette première baisse du coup, qui était due à la montée des taux. Forcément, les montées du taux avaient fait chuter les marchés financiers. Mais derrière, le marché avait bien rebondi. Et justement, là où le marché, c'était un peu c'était un peu dans la narrative, ok, l'inflation ralentit, on a 4-5% d'inflation. La Fed a baissé les taux trop rapidement, donc l'inflation a repris. Et pour autant, le marché a continué de monter parce qu'en fait, à partir du moment où on a une inflation au moins de 5 ou 6%, on ne voit pas ta souris. Vous voyez pas ma souris? Vous voyez pas exactement ma souris, mais vous voyez la crosse, quoi. Ouais. Mais tout ça pour dire que en fait, dans une période où justement l'inflation reste assez forte, mais pas assez forte pour que la Fed monte les taux et soit limite plus dans le délire de on fait une pause ou on baisse les taux parce qu'on en a fait déjà assez trop, le marché en soi apprécie parce que il se permet de se prendre 5% d'inflation. Donc déjà ça détruit la valeur de la monnaie. Les gens vont dépenser plus l'inflation est grande, plus les entreprises vont potentiellement se faire des marges. Peut-être pas dès l'apparition de l'inflation, parce que souvent dès l'apparition de l'inflation, les entreprises aussi ont un peu des problèmes de coûts. Mais une fois qu'ils arrivent à se rescale, tout ce qui est supply chain, etc. Derrière ils peuvent continuer à mettre une augmentation des prix, mais finissent par justement augmenter de leur marge assez fortement. Donc en fait, le marché, ce qu'il n'aime vraiment pas, c'est forcément quand on monte violemment les taux, ça fait mal au marché. Et deux, quand il y a quelque chose qui casse. Le fait est que justement en 1980, qu'on a eu le double pic de l'inflation, on n'a pas en soi eu une énorme... en fait, il n'y a pas eu de crash sur le marché, il n'y a pas eu de récession. Le marché a continué à faire route. Et en soi, il s'est résorbé. Il faudra voir exactement... ce qui se passait là, mais typiquement en soi, on peut le voir, hein, ça avait cassé ses ATH non, ces ATH étaient plutôt là. En soi, on dirait un peu là, justement, on refait un peu la pattern qu'on a à l'heure actuelle, hein. On casse les ATH et potentiellement, on sera plus qu'ici parce que justement, on est dans une baisse, on est plus dans la baisse, dans le creux en soi de l'inflation. Parce que je pense aussi que effectivement, si l'économie continue à tenir, typiquement tout ce qui est pétrole aussi, donc USO, là, je l'avais pas mis dans la liste. Je vais virer ça, on n'a plus besoin. Hop. Donc tout ce qui est toujours pareil, hein, quand je l'ai déjà expliqué, hein, mais tout ce qui est équilibrium sur l'économie, donc tant que en soi, on avait fait ça, je me rappelle à l'époque, pour expliquer ce que c'était le SPA, etc. Peut-être faire plutôt ça. Remove drawing. S'il veut bien. Ok, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc on avait justement des gros volumes qui étaient là. Et on avait justement l'Arabie Saoudite ou les pays producteurs forts, qui étaient des gros producteurs de pétrole, qui défendaient la zone des 65. Donc à se dire qu'effectivement, tant que l'économie tient le coup, le pétrole en soi, on a un peu justement un support de verre, quoi. Dès le moment, et forcément si demain on annonce récession, le chômage explose, etc., le pétrole ira instantanément à la cave, même si l'Arabie Saoudite fera des calls de ok, on baisse la production. En soi, dès que le marché a incorporé le fait que récession, tout ce qui est commodities, donc comme le pétrole, c'est à la cave, hein, parce que là où le pétrole est un peu le sang de l'économie, qui dit récession dit effectivement l'économie sera ralentie, le corps se refroidit, donc on a besoin de moins de sang, soit sur papier on va dire, et donc le prix du pétrole a chuté. Mais maintenant qu'on maintient le cap justement d'une économie avec un peu d'inflation, 3-4%, une croissance toujours maintenue, j'ai énormément de voir typiquement le pétrole chuter. Je vois même plus le pétrole justement maintenir sa tendance haussière, parce que en plus il y a toute la narrative de les États-Unis doivent renflouer leurs caisses de pétrole parce qu'ils l'ont vidé à l'époque justement dans cette période-là,
pour amortir justement le choc sur la population. Donc ils avaient vendu directement leur stock stratégique, ce qui n'avait jamais été fait avant, il me semble. Mais justement pour subvenir aux besoins de la population sans qu'ils doivent payer $150 le baril de pétrole. Donc voilà un peu pour les US. Donc la narrative, c'est un peu, je vais pas mentir, toujours bullish justement avec en soi, tant que rien ne casse, le marché se met à apprécier très fortement la narrative, que ce soit sur le GLP qui est peut-être un peu moins en façade pour l'instant, mais surtout la narrative intelligence artificielle. Donc on peut le voir justement avec quelques noms. Donc Nvidia, je vous ai déjà fait un point là-dessus. Il n'y a aucun doute que pour moi c'est sûrement une bulle. Le problème c'est qu'on s'en fout, dans la réalité c'est qu'on s'en fout. C'est effectivement, si vous voulez jouer l'intelligence artificielle, peut-être qu'acheter il y a un Nvidia, ça va être assez compliqué. Surtout qu'elle cote à combien de market cap maintenant? On est déjà à 1,5 trillion. Encore un petit x2, on est au niveau d'Apple. Mais elle rejoint l'équipe des 3 trillions. Mais il faut pas non plus, pour moi, il faut clairement pas se mettre en face justement de tous ces narratifs là, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Même si effectivement le marché s'écroule, etc., on sait très bien que l'intelligence artificielle sera dans un futur plus ou moins proche à partir de nous, sachant qu'on a déjà des pseudo-intelligences artificielles, même si la hype était un peu retombée dessus, mais je suis désolé, ChatGPT pour bosser, etc., moi je trouve toujours ça extrêmement puissant, surtout tout ce qui est coding, etc. Donc ça peut être clairement des outils extrêmement puissants sur tout ce qui est production. Et forcément, si tu arrives à augmenter la production de tes employés et en plus virer ceux que tu n'as vraiment pas besoin grâce à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils font les boîtes? Ils vont faire forcément de meilleures marges. Qui est de meilleures marges? Des actions qui montent, et qui est des actions qui montent, forcément le marché en lui-même monte. Parce qu'on va pas se mentir, comme on a pu le voir, la tech est quand même ce qui drive énormément les marchés. Donc voilà, donc tu avais en fait, moi j'avais dans mon portefeuille, en soi j'ai encore ces positions-là qui sont typiquement en soi ça fait un petit moment que j'ai déjà discuté de ces positions-là, qui étaient BFB, ils font typiquement des racks de tout ce qui est routeur internet, etc. Donc pour tout ce qui est CCLS, je sais même plus, ça fait un petit moment que j'ai oublié les. Faudrait que je remette les indicateurs. Tac. C'est peut-être plus intéressant que le RSI, en tout cas sur du court terme. Merde, putain, je vais pas se partir. Donc typiquement c'est des boîtes, c'est des second players, on va dire. C'est pas des pure players comme peut l'être forcément Nvidia, mais ça va être des boîtes qui vont tourner sur tout ce qui est data center. Donc ils vont s'apprécier justement avec toujours cette narrative d'intelligence artificielle. Après c'est des boîtes toujours à surveiller dans leur période de earning, parce que effectivement si d'ailleurs on voit que les commandes ne s'empilent pas, c'est que ça peut être aussi un indicateur que la narrative, il y a une narrative et il y a l'effet derrière. Si derrière certes il y a une narrative intelligence artificielle, mais derrière les boîtes ne commandent pas en masse, que ce soit un équipement de data center ou carte graphique, c'est un peu, ça veut dire que le truc repose sur du flanc. Mais à l'heure actuelle, Nvidia, je sais pas encore, c'est un petit moment, parce que la saison des earnings commence à commencer pour certaines boîtes, notamment Netflix et tout, mais Nvidia c'est un petit moment. Mais effectivement, ce sont des boîtes qui vont se mettre typiquement à suivre logiquement ou pas forcément logiquement cette narrative. Ça peut être des boîtes qui sont pas forcément en bonne santé, mais si d'ailleurs on sait qu'elle repose sur l'intelligence artificielle, qu'elle va servir à quelque chose ou pas, il y a des boîtes comme je sais plus des boîtes qui sont nommées à partir des tickers de, je crois, AI, tu vois, typiquement C3 AI. À l'époque, en 2023, quand vraiment il y a eu le gros phénomène de l'émergence de l'intelligence artificielle, cette boîte-là, elle avait explosé. Pour autant, elle faisait pas des chiffres de fou. C'est juste parce que c'était vraiment la narrative qui poussait vraiment tout. Il y avait un peu comme les cryptos. Il y avait, je sais pas, comme à une époque,
quelqu'un pouvait tweeter un truc qui se rapprochait du Doge, hop, directement la crypto explosait. Parce que c'était débile et c'était la narrative. Donc en soi, c'est aussi prenant, ça se fait aussi sur les marchés traditionnels. Hein. Donc narrative, il y a intelligence artificielle qui se met à pop avec justement des boîtes comme Nvidia, etc., qui font des percées technologiques. Et derrière, on peut voir des boîtes de merde qui vont... souvent, il y a des boîtes de merde qui font, elles, les plus gros rendements parce qu'elles partent de 1 € l'action et elles explosent à 25, alors que derrière, il n'y a pas forcément quelque chose qui a changé. C'est juste, des fois, les marchés sont totalement drivés par un catalyseur qui fait qu'ils ont justement des impacts sur tout l'écosystème. Donc, voilà pour ça. Donc typiquement, donc par exemple Marvel, c'était une boîte justement qui faisait, donc elle maintenant je l'ai rajoutée en portefeuille il y a 3-4 jours, donc je dois être autour des 65. Et je pense que je ferai ma première vidéo thématique dessus. Mais typiquement c'est un pure player intelligence artificielle comme Nvidia pour le coup. Parce que eux ils sont aussi directement dans tout ce qui est CPU, GPU. Intelligence artificielle, typiquement, c'est totalement des compétiteurs Nvidia, mais ils font des solutions alternatives, donc qui ont forcément un prix différent. Donc on pourra revoir en détail, je vais pas non plus rentrer en détail du oui pourquoi, parce que le but étant c'est quand même de faire un live d'1 heure, 1h10. Si je commence à détailler, faire une demi-heure sur cette boîte-là, mais je ferai typiquement, je pense, ma première vidéo thématique, ce sera directement une revue d'une boîte, en tout cas que j'ai bien aimé. Donc voilà sur ça. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a le GLP. GLP ça continue toujours. Hein. Donc Lily, ça fait un bon moment maintenant que je sais plus à combien. Je suis à plus 35 dessus. Et quand je l'ai annoncé sur live, bon, c'était un peu traître, mais effectivement elle avait bump l'après. Ils avaient explosé leurs chiffres. Donc en soi, quand je l'avais annoncé sur le Discord, on est plus du l'ordre de 25%. Mais la thématique suit absolument forcément son cours. Des nouvelles études pop, c'est toujours en soi ce qui est intéressant sur Lily, typiquement, c'est justement un truc qui m'a fait chier parce que du coup, ça a fait chier Weight Watcher. Typiquement, c'est la sortie de leur site DTC, donc qui va être direct au consumer. Donc en fait, ils vont vendre directement leur drogue. Là où souvent les entreprises pharma vendaient, surtout grâce aux pharmacies, là typiquement directement sur leur site, tu pourras commander tes médicaments sous ordonnance ou pas, ça dépend de l'état aussi, l'état dans lequel, en tout cas pour les US. Hein. Donc cette narrative forcément elle est toujours présente. Hein. Elle est peut-être pas autant en face forefront par rapport à l'intelligence artificielle, mais clairement pour moi c'est limite. Je la trouve, on va pas dire meilleure, en tout cas je la trouve mieux à gérer, plus terre à terre en tout cas, de mon côté. Donc après voilà, Lily c'est toujours pareil, hein. C'est typiquement comme Nvidia, on arrive sur des niveaux de valorisation extrêmement forts, parce qu'il y a une projection, peut-être pas comme Nvidia, tiens, ça m'intéresse justement de voir 45 fois le price to book et 80 fois le earning. Mais justement, c'est des boîtes. Là, à une époque, par exemple, il faut te dire, ok, ouais, jamais je vais acheter 450 Nvidia parce qu'on je paye 250 fois ses bénéfices et pour autant, un trimestre après, elle a eu ses nouveaux chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le prix n'a pas bougé en soi et pour autant, tout ce qui est le ratio price to earning, qui est un bon ratio pour au moins se dire s'il y a une cohésion, on va dire, par rapport à la croissance. Les earnings ont explosé justement avec la demande en intelligence artificielle et le price to earning a justement divisé par 4 même. Pourquoi? Juste parce que le fait est que Nvidia elle a grandi, elle a fait 2 fois plus de chiffre d'affaires de revenus qu'elle en faisait le trimestre d'avant. Donc c'est des boîtes maintenant qui se valent extrêmement cher, comme donc pour Lily. Parce que c'est des boîtes qui vont projeter, à mon avis, dans les prochains trimestres, des croissances de 50 à 60% de leur chiffre d'affaires. Sachant qu'on parle des boîtes qui vont pas 200 millions de ventes. Hein. On parle des boîtes qui font... tac. C'est super ça, je peux même pas cliquer. Ah si, c'est bon. On parle de boîtes qui font 28 milliards de chiffres... qui font 10 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre. Donc clairement, ça projette des croissances
je m'attends à des croissances justement quand je paye sur des boîtes là, minimum de 40 à 50% de croissance de leur chiffre d'affaires. Donc au lieu d'avoir 9,5, on aura du 15 à chaque trimestre, une croissance globale sur l'année de 30 à 40% avec justement ces nouveaux produits là. Sinon en soi, il n'y a aucune cohérence par rapport à leur niveau de valorisation. On peut payer une entreprise extrêmement chère, mais derrière, elle a intérêt de délivrer. C'est comme tu dis. Par contre, il y a un risque, c'est le moment où le marché comprend qu'en fait, elle va absolument pas délivrer. On peut se retrouver instantanément avec une boîte qui fait moins 30%, moins 40%. Donc ça, on a pu le voir la dernière fois quand on traitait tout ce qui est short, par exemple pour... je l'ai mis là, mais je crois que c'est la mauvaise. Ah non, c'est la bonne. Donc typiquement cette boîte là, elle valait extrêmement cher, donc elle se payait en quoi ça allait? Elle se payait 50 fois ses bénéfices, et le moment que le marché a compris qu'en fait ses chiffres d'affaires ont déçu. Pourquoi ils ont déçu? Ça c'est parce que je vais en reparler juste derrière, mais dès qu'une boîte est extrêmement valorisée et elle déçoit, on se tape justement des drawdowns instantanément dignes des cryptos, des moins 40%. Ça avait été le cas aussi avec Meta. Meta a déçu fortement à l'époque parce qu'elle se payait à 25 fois, mais c'est juste parce que Musk avait fait n'importe quoi en termes de dépenses, parce qu'il se mettait justement à investir massivement dans tout ce qui est VR et ça avait absolument pas fonctionné. Donc derrière, l'entreprise avait perdu sur sa journée à moins 30, elle avait même perdu moins 70% de sa valeur. Pour à la fin, par contre, dès qu'il a arrêté de faire des conneries, faire un V-bottom. Donc ça, je pense, c'est pas tous les jours que vous verrez une charte qui a quand même cette gueule-là. C'est quand même sacrément... Ça a fait x4. x4 depuis... c'est digne de Tesla, mais c'est des boîtes qui valaient... Meta, c'est monstrueux en termes de boîtes. Donc voilà, donc c'est aussi le biais, c'est que forcément une bulle, vous pouvez la ride jusqu'au moment où en fait la réalité ne justifie pas le niveau de valorisation. Tant que ces boîtes-là délivrent, il n'y a aucun souci sur le fait que ça va délivrer des returns. Donc voilà. Donc typiquement, juste pour parler 2 secondes, pour faire 2 minutes sur ça, Lily par exemple, du coup, elle est sortie justement un site pour vendre directement leur drogue. Là où forcément, par exemple pour Weight Watcher, qui était pour moi un pur player aussi dans cette narrative. Donc Weight Watcher, vous connaissez l'application pour faire du sport, etc., pour perdre du poids. Là, vous avez dit, c'est logique, forcément, la tendance GLP, c'est justement une drogue, une nouvelle pilule coupe-faim qui permet de, t'as même pas besoin de faire du sport pour perdre du poids. Vous disiez sur le coup, ok, Weight Watcher, c'est de la merde parce que du coup, les gens vont désinstaller l'application. Ce qui est totalement un point valide. Le fait est que ça avait été quelque chose qu'on avait acheté à l'époque, donc c'était en juillet, août, donc autour des 7-8 balles, qui est acheté pourquoi? Parce que justement Weight Watcher allaient eux-mêmes se mettre à acheter la drogue et eux-mêmes allaient la vendre directement aux clients en créant un peu des packs. Vous faites du sport et en même temps vous prenez la drogue. Comme ça va vous permettre justement d'être encore plus efficace. Mais le problème étant, c'est que maintenant, sachant que Lily vend directement leur drogue, ça fait, on va dire, un concurrent réel à Weight Watcher. Donc le marché s'attend à des résultats mauvais. La question, bien sûr, c'est si demain, je sais pas c'est quand les earnings, le 27, typiquement le marché s'attend à des earnings dégueulasses et c'est potentiellement la réalité. Et ce sera intéressant de voir justement si est-ce que leur modèle, le fait est qu'ils ont changé de modèle, on va dire, de business, va-t-il fonctionner ou pas? Ça, le marché ne le pense pas. Donc on verra bien le résultat justement de son earning. Il y a rendez-vous le 24 février quoi. Donc voilà. Il y a Esta justement qui était aussi une des boîtes que j'ai rajoutées dans le pack GLP. Mais je sais pas si j'en parle vite fait. Donc je pense que c'est aussi. Je pense que je ferai une vidéo thématique avec ces deux positions. Ça me permettra de faire 10 minutes pleines. Mais ce sera peut-être un peu trop rapide. Bon, je verrai. Mais typiquement pour la faire ultra courte. Alors les moins de 18 ans vont devoir se boucher les oreilles. Mais c'est typiquement une entreprise qui fait tout ce qui fait implant mammaire.
Donc typiquement, vous allez dire, ok, what the fuck, pourquoi tu te mets à acheter implants mammaires, des boîtes d'implants. C'est une boîte qui fait une... Il n'y a pas la description, c'est encore plus simple. Qui fait énormément des nouvelles, c'est des nouveaux implants mammaires en fait, en soi des nouvelles, c'est une nouvelle façon justement d'en faire. Et là vous allez me dire, ok, what the fuck, pourquoi on se met à parler d'implants mammaires quand on parle de drogue qui fait perdre du poids. Typiquement, en tout cas pour les femmes, un des effets secondaires de perdre énormément de poids, c'est forcément d'avoir des soucis au niveau de la poitrine, ce qui justement peut justement augmenter fortement le genre de revenus de ces boîtes-là, qui permet justement de remédier à un problème réel. Alors, on va dire que forcément quand vous passez on parle de l'obésité américaine, hein, mais donc quand on passe de quelqu'un qui fait 150-200 kilos à quelqu'un qui en fait 80, vous vous doutez bien qu'il va y avoir énormément de skin, de loose skin, hein, de peau qui pendent. Donc on avait des players aussi, comme on en avait parlé, ça c'est encore un autre mince, j'ai oublié le truc esthétique en Israël. Fuck, si j'oublie aussi directement les players. InMode, donc il y en était un, donc pour justement un peu combattre la perte retonifier la peau. Typiquement j'en ai trouvé un autre aussi sur une autre, on va dire un peu un autre plan physique, mais j'en parlerai sûrement plus en détail. Mais voilà. Donc voilà, on va passer aux crypto. Je pense aussi que ça intéresse énormément. Ça m'intéresse aussi énormément. Alors il y a aussi la Chine. On fera la Chine après. Donc les cryptos, je pense que vous avez tous vu. Ça a fait un peu la gueule. On va pas se mentir, depuis justement cette semaine, il y a 2-3 semaines, quoi, depuis l'annonce des ETF. En soi, je crois que j'ai fait un live au top. Hein. Enfin justement, juste à la veille des ETF. Ah peut-être pas, non. Ouais, si, j'ai dû faire un live par là. Mais en fait, en soi, ça reste cohérent du coup totalement d'une réaction du marché du côté de BTC. Pourquoi ? Parce que c'était une zone qu'on avait vue et revue à l'époque. La zone des 47 000, 48 000. Donc qui, moi, m'ont permis justement de TP une partie qui m'ont permis de vendre la totalité de mes BTC. Et le reste avait été justement des BTC, avait été reconverti en ETH pour justement jouer, on va dire, ce qui va se produire potentiellement dans un futur proche, qui est justement une augmentation, une appréciation. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Hop. Une appréciation de l'ETH BTC. Je vais le mettre là, hop, entre les deux. Mais en soi, dans les faits, voilà, on peut citer, je pense que vous avez déjà vu sur Twitter, etc. Pourquoi le marché vend autant. Ok, c'est GBTC Grayscale, les BTC de Grayscale, voilà, je pense qu'il y a assez de youtubeurs qui parlent aussi qui disent beaucoup de conneries, etc. Mais effectivement, ok, Grayscale, maintenant que les ETF sont ouverts, Grayscale, ceux qui étaient stuck depuis des mois, des années, et qui potentiellement ceux qui ont acheté à l'époque un BTC qui valait 8K, parce qu'il y avait un discount de 50% par rapport au marché réel sous Grayscale, donc vous pouvez acheter du BTC à 8K. Maintenant que tu peux le vendre au prix égal au marché, forcément il va y avoir énormément de vendeurs. Même si effectivement les ETF ramènent énormément d'acheteurs aussi, on va pas se mentir, la réalité c'est que les ETF, on pourra le voir, par exemple, tout ce qui est, je vais mettre, j'en ai parlé un peu justement sur le truc de Twitter, c'est la réalité, c'est que quand même on fait en termes de sur les semaines de ranking, en tout cas depuis la sortie justement des ETF, le BTC fait des performances en termes de inflow, de volume tradé, etc. Dans le top 10 des plus gros assets, enfin des plus gros fonds gérés, quoi. Donc forcément les trois premiers, IVV c'est le S&P, QQQ c'est le Nasdaq, et VO je crois que c'est Vanguard, S&P aussi. Donc forcément là où il y a le plus gros inflow, parce que là c'est toute la retraite des gens qui sont branchés et qui achètent tous les jours avec leur compte de retraite en inflow passif. Forcément on va pas non plus détrôner en termes d'inflow, en termes de flow, le S&P et le Nasdaq. Mais
on est juste derrière. Enfin, je veux dire, ça reste quand même monstrueux en termes d'attente et de résultats de la part des ETF. Donc c'est totalement une réussite. Il faut pas se dire qu'effectivement le marché dump, c'est pas une réussite, c'est de la merde, etc. Sur une très longue période, si les flows continuent à rester aussi positifs, je veux dire, c'est forcément que du bonus, en tout cas sur l'appréciation du prix des bitcoins. Parce que c'est des bitcoins qui sont achetés, qui sont lockés chez Vanguard, etc. Ça ne veut pas dire que les gens demain ils peuvent revendre. C'est totalement possible. Sauf que bon, sur le papier, normalement, quand tu achètes, on va dire en DCA pour ta retraite, etc., du bitcoin, même si le bitcoin fait moins 30%, tu ne te mets pas à vendre. Il y en aura qui vont le faire, bien sûr. Mais on va dire qu'il y a toujours une partie des mecs qui vont continuer d'acheter. Donc il y aura toujours un inflow passif qui sera là. Donc qui dit inflow passif dit potentiellement une volatilité et des drawdowns qui vont être réduits. Pourquoi ? Parce qu'on aura justement un plancher on aura toujours des acheteurs pour acheter. On aura encore plus d'acheteurs pour acheter. On aura aussi plus de vendeurs, c'est totalement le cas. Mais sachant que forcément, étant le nombre de BTC limité, forcément, de là, plus le fait que un BTC ça cote $1, donc sur de longues périodes, souvent quand tu es coté en dollars quand même, à moins que tu sois la livre turque ou l'euro, tu es censé monter. Donc typiquement, ça reste quand même de très bons résultats, mais il faut pas être en mode ok. Effectivement, fallait pas te mettre, ok, les ETF c'est super bien, je me mets à acheter à 48K. Ça fait un peu chier quand même que les ETF, au moment que ça sorte, c'est 50K, quoi. Les mecs, ils vont ouvrir la charte de leur ETF, le truc va commencer comme ça, quoi. Je veux dire, eux, quand ils ouvrent leur broker et ils voient la charte des ETF, ça commence comme ça, quoi. Genre, ils ont acheté et ils sont déjà à moins 30, donc je pense qu'il y en a qui vont se faire la gueule. On va dire, c'est un petit rite de passage pour ceux qui découvrent les cryptos. Mais le résultat est très bon. Et un pullback était de toute façon totalement envisageable et normal. La question maintenant, c'est forcément à quel niveau le pullback va s'effectuer. Donc pour ça, peut-être que je préfère quand même gérer au niveau des... gérer en regardant les totales, donc la totalité des crypto markets. Et on peut voir justement combien typiquement... Donc on a buté sur une grosse zone justement qu'on avait traitée du coup en 2022. On avait fait énormément de mèches. Une grosse zone, on a mis une grosse zone de volume ici. Donc tout à fait normal. On va dire, si je traite, rectangle. Hop, on a une grosse zone de défensif ici qu'on n'a pas réussi à casser. Qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à casser une résistance, on va sur le prochain support. Donc on a un gros support ici qui a été établi ici. La question c'est est-ce qu'on va justement aller chercher cette zone là potentiellement. Typiquement moi tout le cash qui avait été mis de côté et qui avait été payé en haut sera remis potentiellement en tout cas dans les cryptos sur cette zone là. Donc on pourra voir etc. Les signes ou en tout cas c'est une zone pour moi qui fait totalement sens justement dans ce paradigme là. Donc on a un range, on aura un haut de range, le crayon. On aura un haut de range ici. Et le but c'est est-ce qu'on aura un bas de range ici. Et le but étant de tout simplement vouloir payer cette zone là. TP potentiellement le rebond ici. Parce que on n'a jamais de mal on ne devient jamais pauvre à TP une partie. Et à se dire, cool, ça continue à break et on va sur la prochaine zone. C'est tout à fait possible. Ce sera même très attendu et très appréciable, forcément. Mais voilà, pour autant, à l'heure actuelle, on est un peu au milieu de nulle part. Sur le BTC, sur le crypto total, on est totalement pour moi au milieu d'un range. Le break n'est pas passé. On va juste rechercher la zone en dessous. Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas à paniquer sur les réseaux, les gens qui paniquent, etc. Oui, effectivement, on fait pas, comme je dis, on va pas faire, on fait pas un V bottom, on fait pas un méta, quoi. Méta, ils ont fait ça, mais on n'est pas méta. Donc on n'est pas dans le monde artificiel de Facebook, pas encore. Mais donc on doit faire une structure qui a quand même une certaine intelligence, pas juste on buy the dip et le marché qu'on fait du up only. On traite les zones, on rebondit, on n'arrive pas à break, c'est pas grave, on retourne sur le support. Et le but c'est, ce qui serait un peu dérangeant, c'est qu'on commence à breaker des supports. On a accéléré clairement ici, donc on se dit ok, tendance haussière.
Mais si derrière, effectivement, on booste aux résistances, pas, pas mal, hein, pas grave hein, en soi, et on peut totalement dans une tendance ne pas forcément enchaîner directement cassure sur cassure. Mais par contre, on doit tenir les supports. Donc à court terme, en soi, sur le BTC, on pouvait le voir. Hein. Sur le BTC, on avait quand même une grosse zone de support qu'on avait ici, qui a été complètement break et limite retesté derrière. Donc là, par contre, effectivement, sur du court terme, on ne tient pas les zones de 4 à 4 heures. Justement, du coup, on va aller chercher potentiellement les zones daily. Donc les zones daily, elles se situent plus autour de 32, 34, qui correspond justement à des grosses zones en weekly. On voit tout le volume ici, qui va être intéressant. Et justement, pour moi, voilà, si on a un retest à 32 et 34, on va tester énormément. Bon, là, c'est le BTC futur, mais pour avoir potentiellement un truc qui ressemble. Hop, bon, il y a beaucoup de dessins à la con, on va épurer vite fait. Hop. Donc, on va forcément, on a des grosses zones de volume ici qui a été justement la fondation du bull run qu'on fait à l'heure actuelle, qu'on ne doit pas aller revoir de sitôt, et justement aller voir les niveaux avant, donc ils vont être ici, donc ça va être 30K qui correspond à une grosse zone weekly quoi. Donc c'est un peu la grosse zone qu'on voit aussi sur le total. Donc voilà. Après voilà, comme je dis, je préfère regarder surtout le niveau total. Et après, justement, commencer à dig pour voir lesquelles sont intéressantes. Donc, il faudra voir. Normalement, le BTC devrait être intéressant quand le total sera là. Après, il faudra voir. Donc, voilà pour ça. Donc, on peut revoir vite fait, justement. On avait pris pas mal de positions, justement, juste avant l'annonce de l'ETF avec ETH BTC, qui avait extrêmement bien développé derrière. Mais là, déjà, j'aime pas la tronche de la weekly qu'on est en train de dessiner. Parce que forcément, vous le voyez bien, on est en train de revomir ce qu'on a fait. Faudra voir à la fin si effectivement on n'arrive pas à maintenir au moins la monthly. Faudra avoir une monthly qui soit pas trop dégueu. Mais voilà, le plan était effectivement ETH BTC, ETH BTC, ETF BTC, plus le fait que dans une tendance, généralement dans une tendance haussière, ce qui capte toute la liquidité, c'est souvent le pure player, le plus gros joueur dans un premier temps. Donc le plus gros joueur étant le BTC. La dominance a fait ce qu'on attendait de la dominance. C'est y a pas de en fait la dominance quand elle chute, il y a beaucoup de spéculation. Quand elle monte, c'est là où en soi il y a un peu plus de rationalité dans une tendance. Donc là, ça fait extrêmement, depuis très longtemps qu'on avait prêché, en tout cas ici, que j'avais prêché depuis un long moment, une dominance qui montait. Donc celle-ci était montée justement jusqu'à 55. Je prévoyais qu'elle allait potentiellement même jusqu'à 58. On l'a pas fait. Peut-être qu'on le fera encore. Hein. Après, quand je vois les weekly, les monthly, je me dis quand même pour moi, on a quand même pas mal de chances d'avoir un top. Mais du coup, justement, la question, ça va être maintenant que l'ETF est passé, on va avoir le second ETF, la narrative. Quand je vous dis les marchés, ils adorent les narratives. La narrative ETF sur l'ETH. Et là, ça peut être très intéressant. Parce que notamment, là où l'ETF BTC, en soi, il y a surtout, dans l'écosystème BTC, il y a surtout le BTC. Il n'y a pas vraiment de truc qui se rapproche du BTC. Que par contre, sur un ETF ETH, l'ETH va s'apprécier. Et là, on aura un peu la même thématique qu'on avait sur la thématique IA ou GLP. Donc, où l'IA, là où le pure player, donc le plus gros, on va dire le maillon fort, l'étendard, ce serait ETH, donc avec l'ETF. Mais derrière, tout l'écosystème de l'ETH pourrait aussi énormément en profiter. Donc, justement, les seconds players. Donc c'est un peu ce que je traite dans les portefeuilles. C'est pour ça que j'aime bien faire l'analogie par rapport à ça. C'est que typiquement voilà, le TH pour moi est clairement le prochain actif qui sera extrêmement intéressant, même si on va pas se mentir, en daily c'est absolument horrible. Hein. J'avais tweeté dessus, j'avais dit typiquement si on voulait rester dans une thématique haussière sur le TH, il fallait absolument tenir au moins le retest. On l'a absolument pas tenu, hein, parce que sur le BTC ne l'a pas tenu.
Donc l'ETH a aussi vomi. Mais pour moi, justement, dans les prochains mois, il y aura la narrative, si les cryptos se sont pas effondrés, hein, toujours pareil, la thématique ETF sur l'ETH qui sera poussé sur BlackRock parce que l'ETH c'est vraiment le seul qui peut aussi prétendre à avoir un ETF. Hein, je vais pas vous parler. Après, les gens commencent à dire ouais Solana, ouais Avax, ouais XRP. En soi, peut-être dans un futur lointain, mais dans un futur, le futur de maintenant, dans quelques mois, pour moi, c'est totalement, en tout cas, la narrative de l'ETH. Je vais en avoir un, que ce soit parce que BlackRock pousse à cela, et aussi parce qu'on va pas se mentir, aussi ETH a une vraie utilité dans tout ce qui est tokenisation. Donc là, voilà, on peut rentrer dans une autre discussion. ETH, j'ai vu à Avantis le pic. Potentiellement, vous rigolerez moins quand il y aura un ETF Atom avant d'avoir un ETF Avax. Et donc voilà, donc dans le but de jouer justement le plays sur l'ETF ETH, du coup je me focus essentiellement en plus au vu de la dominance sur l'ETH et tout l'écosystème qui va autour. Donc j'ai sélectionné 3-4 players autour et toujours pareil, le plus gros de mon argent, par exemple si on a 100 euros qu'on veut mettre sur on veut jouer l'écosystème ETH. Comment on le fait? On met 90% sur l'ETH et on met 10% sur les autres. Ça peut être une chose. Il y a ceux effectivement qui n'ont pas envie, comme je dis, qui n'ont pas envie de se faire chier, donc ils achètent l'indice. Donc là, en soi, tu achètes soit l'ETH et du BTC, au moins tu joues, on va dire, l'indice du marché parce que tu as déjà au moins 60% du marché avec les deux. Ou soit effectivement, tu vas jouer, on va jouer un peu plus focal sur la thématique ETH. Donc tu vas acheter normalement essentiellement, une grosse partie en ETH et tu vas mettre, typiquement moi je peux vous dire la répartition que j'ai fait, c'est que j'ai 100 balles, j'ai fait je vais mettre au moins 55 à 60% en ETH et 40% qui vont être distribués sur les différents players, sachant que j'ai fait la manière pondération égale, c'est-à-dire j'avais 4 players autour d'ETH, j'ai mis 10% dans chaque. Je sais plus, j'en ai 4, je crois. En soi, j'en ai 2 assurément, si j'arrive à retrouver tous les noms. On peut en parler, donc on les voit. On avait 10% qui avait été mis sur ENS, 10% qui avait été mis sur Arbitrum, et j'ai oublié les autres. J'en avais mis sur OP, mais j'avais pas mis 10%. Ou je crois que j'en avais pas mis. Je sais plus si j'ai mis 10%. Là, j'ai un doute. Parce que je sais que ETC, j'en avais mis 10%, mais j'avais fini par en couper la moitié pour en mettre sur OP. Donc je dois avoir effectivement 10% sur les choses qui sont vraiment collées, on va dire, à l'ETH. Donc ça va être Arbitrum et ENS. Et 5% distribués sur 5% sur ETC et 5% sur OP. Sachant qu'en fait à la fin ça veut dire que j'ai pas 60% ETH, 40% pure play, c'est plus de l'ordre de j'ai 70% sur ETH et 30% sur l'écosystème à côté. Donc c'est la manière dont je l'ai faite, sachant que je n'ai pas parce qu'en soi je pourrais maintenir toujours cette pondération là, de sorte de dès que ENS devient un peu trop gros, donc il passe de 10 à 15% de ma pondération dans l'écosystème, je vends pour faire en sorte que je retourne à 10% et les 5% que j'ai TP, enfin les 5% de la position on va dire globale, soit je la remets sur ETH, en tout cas je fais en sorte d'avoir justement toujours gardé cette dynamique. Ça peut être quelque chose qui peut être fait, cette dynamique de toujours avoir 70, 10, 10, 5, 5, donc pour faire 100%. Mais pour moi, je n'ai pas envie en soi de ce qu'on appelle le couper les gagnants. C'est-à-dire que si demain, en soi c'est un peu le cas de ENS. ENS à un moment était à 10% de ce que j'avais. Elle a fait x2. Donc j'ai dû payer autour de 13 ou je ne sais même plus, entre 10 et 13. Ils ont fait x2.
Donc j'étais passé de 10% dans l'écosystème, était passé de 10% dans l'écosystème à 20%. Pour autant, je n'ai pas décidé de passer de ok, ENS c'est trop gros, je t'ai payé la moitié de mes ENS pour retourner à 10%, et le reste, soit je le garde en cash, soit je le rajoute sur le TH, ou je saupoudre, on va dire, un peu tout le monde. Un peu tout. Par contre, sur le coup, là, quand on voit le graphe, j'aurais dû totalement le faire, ça m'aurait permis justement d'éviter un drawdown. C'est toujours pareil. C'est qu'il y a forcément une augmentation du risque, que si tu ne coupes pas ce qui gagne fortement, tu as un risque que justement ce moment-là, que dès que tes gagnants se mettent à perdre, tu peux perdre énormément. Donc c'est deux façons de faire, deux risques différents. L'un est plus risqué, donc le plus risqué c'est de laisser ses gagnants tourner, et le moins risqué c'est de continuer à avoir une pondération qui tourne autour de ce que tu voulais, donc 70, 10, 10, 5, 5. Alors j'ai une question, tu gères comment tes pourcentages Excel? Alors sur le papier, je pourrais le faire, mais j'en ai tellement fait dans ma tronche que des Excel, j'en ai ma claque. Je vais pas dire mentir, je fais que ça au boulot. Mais non, c'est généralement dans la tête. Je le fais dans la tête. Après, est-ce que c'est sérieux ou pas? Ça, c'est en fonction. Je sais entre guillemets comment je gère mon risque. Donc dans ma tête, on va dire que c'est. Je sais pas si je suis bien formé ou pas, mais je sais. Je gère comme ça. Après, comment dire, c'est juste que je sais à peu près en fait. C'est sûr que c'est loin d'être précis, mais je sais que quand l'un est devient beaucoup trop gros ou autre. Donc voilà, je retourne sur la partie live. Donc typiquement voilà, c'est comme ça en tout cas que pour moi, là, la prochaine step, les prochains mois, peut-être la prochaine année sur les cryptos, c'est justement sur cette thématique-là de jouer la narrative ETH. Pour autant, ça ne veut pas dire que 100% de mon portefeuille crypto est alloué à ça. Une grosse partie, pour être transparent, je dois avoir, j'ai encore du cash, etc. Donc si je prends tout en compte, je dois avoir quand même 60% de mon portefeuille qui est sur la thématique écosystème ETH. Donc j'ai une grosse partie de mon portefeuille qui est quand même assez surpondéré ETH en lui-même, et une autre qui est forcément sur l'écosystème autour. Le reste peut être, j'ai une partie encore en cash, du coup des BTC que j'avais TP, et une autre qui est sur potentiellement AVAX, que je n'ai encore, qui commence à être potentiellement aussi intéressant, on pourra en reparler après. Et d'autres shitcoins, par exemple j'ai typiquement d'autres players autour de AVAX, donc là c'est plus du terme de shitcoin comme Xava ou autre conneries du genre, mais qui est un peu plus exotique. En tout cas voilà, c'est à peu près ce que je vais dire en tout cas sur les cryptos. Donc en tout cas la manière en tout cas que j'ai géré mon portefeuille, et pour moi les prochaines semaines à venir, on peut avoir un slow bleed, continuer le slow bleed, il n'y a aucun souci en soi. Je veux dire, ce qui me ferait plus chier, c'est justement effectivement le THBTC qui ne maintient pas des weekly. C'est plus ça qui me ferait chier, parce que forcément après je suis rentré assez bas, mais forcément, même si le marché a un drawdown, mon portefeuille subit un drawdown, il n'y a pas de souci. Ce qui me fait plus chier, c'est de sous-performer le BTC en général, quoi. Mais bon, on casse pas on fait pas une omelette sans casser des œufs, quoi. C'est-à-dire, on casse pas des œufs sans faire une omelette. Si, c'est pareil. Sur BTC, tu penses sur Fibo 0,32, 36. Ouais, on peut mettre typiquement la première zone de Fibo peut être potentiellement un rebond intéressant. Si je mets les Fibo. Maintenant, j'utiliserai quand même plus souvent la partie CM futur, parce que le futur est quand même l'un qui a le plus de volume aussi. Mais j'avais vu, effectivement, on avait aussi fermé un des gaps qu'on avait ouvert à l'époque, une gap d'accélération en décembre. Et typiquement, les gens qui disent ouais, on ferme toujours les gaps, du coup, il va falloir s'accrocher parce qu'il y a un autre gap à 21K qu'on avait ouvert justement le 13 mars. Donc on peut avoir toujours pareil, on peut avoir la première solde et à la fin on a les soldes, les soldes et on a les démarches les liquidations à la fin, quoi. Mais effectivement, les deux zones qui vont m'intéresser, ça va être si je vire justement ce truc Fibo pour pas que ça m'ennuie. Typiquement ici on voit aussi qu'il y a énormément de volume, on voit quand même que c'est une zone qui a été traitée, donc il y a du volume. Typiquement ici il y a quand même pas mal de volume, donc c'était
C'est une zone qui a été très bien traitée. Mais sinon, ouais. Enfin, pour moi, en tout cas en termes de volume, celle que je pousse un peu, il y a un gros trou de volume ici, donc qui peut être aussi intéressant pour le marché et qui correspond aussi à un Fibo. Je l'ai placé depuis les 30-15. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a deux façons de le placer. Soit tu peux placer, enfin, tu peux un recoupement en fait. Tu peux recouper aussi ton placement. Mais pour moi, la première zone intéressante, ce sera le retracement de la première vague. Et après, je peux faire le retracement en plus de la vague tout entière. Mais pour moi, ce le plus intéressant en soi, il y a une zone ici que j'avais pas forcément vu. Il y a quand même pas mal de volume. On avait quand même pas mal de volume ici. Mais derrière, après, ça va être 34K. Et comme je dis, en fait, 34K, typiquement, ça correspond aussi à la zone, la zone ici en spoil. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, comme je dis, j'aime bien regarder les indices. Parce qu'au moins, j'ai l'agglomérat de toutes les cryptos. Ça me permet justement d'avoir souvent un actif un peu plus propre. Parce que c'est le condensé de tout le marché. Là où une crypto est potentiellement trop volatile, elle peut faire de la merde, elle peut monter alors que les autres chutent, etc. Là au moins le total, tu es sûr quand même que tu as une certaine logique derrière. Donc c'est vraiment l'agglomérat de tous les volumes et de toutes les patterns, de toutes les patterns chartistes, des bougies, etc. Donc en tout cas, voilà, spoiler alert, moi j'ai surveillé très franchement 34K. Donc on n'y est pas forcément encore. Alright, d'autres questions sur la partie BTC ou sinon je conclue assez rapidement parce que ouais, on a 1h15 donc ça va, on peut encore faire un peu, mais le but étant de pas que ce soit trop long. Donc juste sur BTC, questions ou autres, je suis preneur, si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Donc ok, pas forcément de questions, pas de souci. Juste pour conclure, là où le BTC nous fait la gueule, on va pas se mentir, il n'y a pas forcément, j'allais dire, c'est qui aussi beaucoup exposé. Rofl est pas mal, Rofl, il me semble, Rofl et je sais plus qui. Et Pierre, oui, Pierre, Rofl et Pierre qui ont pas mal s'intéressent pas mal à la Chine aussi, mais là où justement ça fait un peu chier le Bitcoin parce que ça chute, qui sait qui se remet à remonter, à rebondir fortement, tout le marché chinois. Là où le marché chinois enchaînait les liquidations et le drawdown, on a un gros rebond avec potentiellement, on va dire un V-bottom. Si je mets, on va dire une capitulation, oula, je commence à être fatigué. On reprend notre souffle. Les vendeurs ont potentiellement capitulé et justement on aura justement cette forme de V-bottom avec justement comme on avait fin novembre, début novembre 2022, une zone qui ne doit pas être retraitée. Donc forcément des stop loss, il y aura pas mal de gens qui vont se mettre ok ici. Maintenant que le gouvernement chinois, donc on peut revenir un peu sur ce qui s'est passé sur la Chine, sur le pourquoi du comment. C'est typiquement la Chine a intervenu en mode ils ont interdit aux gens de short. Ça, aux États-Unis ça s'est déjà produit, mais la Chine on va dire que c'est un peu plus c'est classique, un peu plus classique. Bon, rien que le fait d'empêcher les gens de shorter, c'est pas forcément extrêmement impactant, mais c'est rien que le fait que le gouvernement se met à faire des actions, le marché l'apprécie, mais au lieu d'avoir juste des mots, il préfère encore mieux des actions. Donc par exemple là typiquement aussi une injection monétaire, donc un quantitative easing classique qu'on a eu aux États-Unis, donc une injection directement de la liquidité sur les marchés de 300 milliards d'USD, 300 milliards de dollars. Donc c'est typiquement de l'argent qui va être dépensé pour racheter des actions. Donc ça typiquement là où le gouvernement central et le gouvernement lui-même, parce que la Chine, la banque centrale de la Chine et la Chine, on va dire que c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de split par rapport à ce genre de pouvoir. Donc c'est Xi Jinping qui dirige tout. Mais directement, on ouvre les valves justement de la valve de l'imprimante à billets.
et on va se remettre à pump le marché. Donc forcément, directement, le marché qui est extrêmement sous-valorisé en termes de ratio. Donc on peut voir typiquement Baba ou des trucs comme ça qui sont des grosses marques. Forcément, quand tu payes 10 fois tes earnings, enfin ça n'a rien à voir par rapport aux entreprises américaines, mais en gros, un price to book de 1,20, ça veut dire que vous achetez de la Chine pour juste les actifs. Donc en soi, les actifs, ça veut dire que en soi, c'est comme si vous avez un portefeuille par terre et le portefeuille vaut 100 balles. Vous le payez 100 balles, ok. Bon, du coup, il n'est pas vraiment par terre, mais en soi, vous le payez 100 balles et tous les jours, il va faire 3 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un peu ça de payer price to book. En fait, tu payes juste, on va dire, la machinerie. Mais d'ailleurs, une entreprise, c'est bien plus que la machinerie. D'ailleurs, en gros, vous payez les actifs de la boîte, mais d'ailleurs aussi, il y a tout un savoir-faire, il y a tout un business plan, il y a tout un commerce monstrueux. Donc souvent, quand on dit que price to book est de 1, c'est juste en fait vous achetez, c'est comme si vous achetez juste, je sais pas, un tracteur, mais que derrière l'entreprise, le tracteur, il y a toute une ferme qui permettra d'avoir énormément de retours sur investissement. La question, c'est toujours pareil, c'est est-ce que votre tracteur il est pas pourri, donc potentiellement là où vous l'avez acheté 100 balles, ça se trouve il en vaut pas vraiment 100 balles. Et derrière aussi encore plus, c'est est-ce que le terrain il est fertile quoi. Donc effectivement, si la Chine c'est toujours de la merde niveau consommation des ménages, niveau réforme du gouvernement, c'est pas parce que le marché price est pas cher que le marché ne peut pas être encore moins cher. Alors, comme je dis, c'est comme les cryptos. Après moins 90%, on peut toujours se taper à moins 90%. Hein. C'est un peu un secret mathématique des marchés financiers. C'est que souvent, il n'y a pas de limite au drawdown. Mais à l'heure actuelle, une grosse réaction en tout cas, on peut le voir sur la weekly. Donc ce serait bien que la weekly clôture même au-dessus de 16K2. Donc, ça ferait une belle engulfing. Et que d'ailleurs, en tout cas, le marché déroule. Donc on vient de retraiter les grosses zones de prix. Et Inch'Allah, au moins aller chercher les 24K quoi. Moi en tout cas, c'est une de mes grosses targets pour TP la Chine. Typiquement, on peut le voir, hop. « 24K, donc voilà, ce qui correspond à peu près aux 50%. En soi, ça dépend où vous regardez votre volume profile. Tac. Donc voilà, en soi, on a une énorme zone de volume ici. En tout cas, c'est ici que ça va m'intéresser de commencer à TP la Chine. On est encore loin, hein, et ça ne veut pas dire qu'on a le bottom. En tout cas, sur le papier, en tout cas, c'est ce que je vise en termes de rendement sur la Chine. Donc ça reste quand même un beau x2. Sachant que j'ai fait du stock picking directement sur des sociétés qui sont pour moi extrêmement intéressantes. Donc ça va être Baba, JD et Tencent. Donc c'est des entreprises comme type Amazon, Microsoft, Activision. Que Activision c'est possédé même directement par Tencent. Mais en tout cas vous voyez le délire, c'est des entreprises qui ont des potentiels rendements très forts si l'économie est relancée. Parce que c'est des entreprises qui sont extrêmement solides à un prix totalement dérisoire. Mais la question est toujours pareille, c'est si derrière, si les gens ne veulent toujours pas consommer, si c'est toujours la merde niveau logement, crise financière au niveau de l'immobilier, ça n'arrange rien. Donc c'est pour ça que le gouvernement doit interagir, interagir directement avec le marché, intervenir, voilà, non, je trouvais pas le mot. Donc ils ont intervenu directement sur le marché, mais aussi derrière, il faut qu'ils stimulent directement l'économie. Donc en faisant des chèques Covid, comme on a pu le voir à l'époque, aux US, donc pour stimuler l'économie, hein, ce qui a généré de l'inflation. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si je peux la voir, mais la Chine, je ne sais pas si vous avez vu l'inflation chinoise. Voilà. Ah non, c'est plus... tac. US Core. Ah non, putain, c'est l'US, mais putain, je suis la Chine. China. Putain, je l'avais, non? Ouais, c'est pas le CPI pour eux, c'est un autre truc. Voilà, tac. Donc pour eux, donc on se rappelle, hein, souvent la règle, on a dit c'est à peu près 2%.
Donc eux, ils sont en négatif, donc ils sont en déflation pure. Donc ça veut dire typiquement l'économie est au ralenti, elle est un peu en mort cérébrale. Donc c'est là que le gouvernement doit interagir et pousser la consommation des ménages. Donc ils vont faire différentes, on va dire, mesures. Le but étant de relancer la croissance de la Chine. Et tout simplement, donc forcément, d'ailleurs, s'il n'y a pas de croissance, bah, ces entreprises ne valaient que dalle. Vous pouvez même faire des nouveaux lots, enfin des nouveaux plus bas. Mais si derrière l'économie, la confiance des ménages retourne dans l'économie, dans les marchés financiers, et en plus, bah, justement, les investisseurs reprennent confiance sur le marché chinois, bah, on peut avoir ce qu'on appelle le re-rating. Hein. Donc là où les gens payaient 10 fois les bénéfices, bah, ils vont dire ok, fuck it, en fait, ces entreprises, elles vaut le coup d'être repayées 30 fois ces bénéfices, donc 3 fois au-dessus. Donc sachant qu'en plus entre la période où justement il y a le re-rating et la période où à la fin du re-rating, bah, l'entreprise a même potentiellement fait plus 30 ou 40% de chiffre d'affaires, donc c'est même plus que x3, ça peut être x4. Après, spoiler alert, comme je dis, je vais pas vendre, je m'attends pas de vendre Alibaba à l'ATH quoi. C'est pour moi, c'est juste un trade, hein. C'est quelque chose que j'ai pas envie de hold longtemps, mais typiquement ouais, viser 150 ce sera déjà super bien quoi. 150 voire 170, ce serait déjà génial. Donc voilà, on a déjà 1h26 de live, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'avais vu du coup, tu te sers juste du VP pour repérer les zones d'intérêt ou tu utilises d'autres indices. Tu peux utiliser, allez, je vais peut-être un vote, tu te sers juste du volume profile pour repérer les zones d'intérêt ou tu utilises d'autres indicateurs. Les indicateurs sur les niveaux de liquidation par exemple. Ça m'intéresse parfois de savoir justement sur une zone précise où sont les niveaux de liquidation. Mais sinon, généralement, j'y vais, on va dire, extrêmement épuré. Dans les niveaux de volume vont m'intéresser grandement. Pour moi, les niveaux de volume, il n'y a rien de mieux que les niveaux de volume. Donc, ce que vous pouvez voir à droite, donc le niveau de volume, les volumes où ont été traités à un certain prix. Et les volumes en bas aussi, qui me permettent aussi de savoir un peu la tendance, si le marché a capitulé, etc. Typiquement, sur des chutes comme on peut l'avoir chez ici, voilà, on a une puissance haussière qui est bien plus nettement supérieure qu'on a pu le voir justement la dernière fois qu'on a vu des volumes aussi hauts en achat qui s'enchaînaient en tout cas, c'était sur des bottoms. Donc c'est aussi intéressant aussi les propres volumes sur le time frame. Mais sinon généralement j'utilise juste ces deux zones là et le Fibo. Le Fibo, voilà, c'est le truc classique. Mais c'est le truc toujours sympa pour justement avoir ces zones d'achat et de TP. Voilà. Donc pas d'autres questions pour ça. Donc si vous n'avez pas d'autres questions en soi, n'hésitez pas. Hein, mais je vais réfléchir à d'autres trucs. Bon, le marché chute, on va dire, le marché chute un peu. Donc ETH, j'avais pas forcément dit les zones d'intérêt. Donc clairement ETH, déjà on arrive sur le prochain support au niveau de l'ETH. Hein. Donc les 2100. Et pour moi, une des grosses zones d'intérêt de l'ETH, on peut le voir. Hein. S'il veut bien s'afficher. 1800, qui a un gros POC de volume. Et aussi qui va m'intéresser. Hop. Attendez, là je peux mettre le tac. Je retrouve, voilà. Il y a un petit problème, je sais pas si c'est ma souris ou si c'est TradingView, mais je clique plusieurs fois. Donc typiquement, ETH, on a buté justement sur cette reprise haussière ici. Donc, cette grosse monthly qu'on avait fait en 2021. Mais derrière, du coup, le niveau en dessous, ça va être le niveau weekly. C'est catastrophique, j'ai l'impression. Ah, mais je sais peut-être pourquoi. C'est peut-être à cause de ça. Ok. Et donc en weekly, après, le niveau qui va m'intéresser, c'est ça. Hein, ça va être le gros niveau qu'on a ici. C'est entre 1800 et 2000. Donc c'est le prochain niveau qui va m'intéresser fortement. Maintenant, on arrive déjà sur un petit niveau intermédiaire.
typiquement, si le TH est potentiellement plus bullish que le BTC, ça pourrait déjà s'arrêter à ce niveau-là. Mais moi, je remettrais en tout cas du cash dans le TH que autour des 1800. Pour l'instant, on va dire j'en ai assez. J'ai aussi eu un SL, hein. J'ai un SL qui avait sauté aussi, j'ai oublié de dire. Typiquement, j'avais pris la cassure à l'époque en même temps de l'ETF. Mais celle-ci avait du coup été invalidée par une fermeture daily dans le range de nouveau. Donc j'avais pris le renfort, je l'ai fait sauter. Mais ce renfort-là est voué à être remis à un niveau en dessous. C'est pas remis à un niveau dès qu'on refait une cassure. Là en soi le trade cassure il était là, maintenant il n'y a plus de cassure. Hein. Même si on fait un V-bottom, c'est pas vraiment une cassure. On a fait une feinte. Mais ça après si on se fait feinter, je veux dire c'est toujours pareil. Hein. C'est comme ça. Hein. On peut pas. À moins qu'on crée un nouveau range. Là je pourrais remettre sur cassure. Mais pour l'instant, le prochain renfort, s'il doit y avoir un renfort, c'est un retour sur les 1800-2000. Si le BTC retourne à 32K, tu crois que le TH reviendrait tiendrait les 2K? Typiquement, on peut faire des maths un peu des maths à la con, hein, mais typiquement là à l'heure actuelle, le BTC il a combien? À 39K. Donc, ce que je suis en train de potentiellement dire, c'est effectivement si on va à 32, si on retourne sur la zone la grosse zone à 32, donc un moins 20. Je dis typiquement, au lieu qu'un ETH fasse moins 20, moins 30, il fera qu'un moins 10. C'est possible. C'est possible. Après, comme je dis, 2000 c'est large. C'est pas juste j'achète à 2000. Pour moi, voilà, entre 1800 et 2000, c'est intéressant. Après, il faudra voir effectivement où le BTC se situe et la tronche que ça a. Typiquement, en fait, les monthly vont. En fait, en soi, la monthly de l'ETH, et voilà, et vraiment, si on finit le mois avec une grosse mèche comme ça, une bougie pleine, ça va déjà beaucoup moins me chauffer, tu vois. C'est même limite, au lieu de viser 1008, ça va même potentiellement viser les 1006, hein. Typiquement, tu as vu. Là, ça m'intéresse forcément. La grosse, là où on a fait potentiellement le vrai bottom, enfin, on trade en soi, on part tout le monde. Maintenant, je pars du principe qu'effectivement, on a fait les bottoms, que ce soit sur les marchés tradis ou ici, en tout cas pour le moment. Donc cette grosse bougie weekly monthly, une fois qu'on l'a cassée, là on la reteste une fois, on peut la retester une deuxième fois, mais ce sera on va dire un peu le niveau ultime, à ne pas casser en dessous. Donc voilà un peu pour les zones qui vont m'intéresser. Et typiquement c'est simple, hein, c'est des zones, on l'avait vu, on recoupe le volume de toute façon. Si vous le voyez, hein, les niveaux, ça match les bougies chartistes, enfin les zones des clôtures des bougies avec le volume. Hein. Parce que les bougies monthly sont des choses qui sont battues, enfin qui sont le résultat justement de l'échange entre les acheteurs et les vendeurs pour former cette bougie-là. Donc à la fin, cette bougie-là est extrêmement importante et souvent elle tique avec le pic de volume. Donc cette trace qui est laissée justement est souvent un gros POC de volume. Donc typiquement voilà, ici effectivement on a encore plus en dessous avec ici. Ça commence à faire bas. Si on revient chercher les 1200, ça commence à peut-être à puer un peu plus du cul, quoi. Donc voilà un peu. Tout truc ça a bougé monthly. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a marqué le point bas à 1050, on me demande voilà, on a fait le point bas à 1050 et on a eu un gros rebond de la bougie monthly. Donc celle-ci en soi, une fois que le bottom a été fait, tout retour sous cette bougie-là est extrêmement préoccupant. Parce que vous l'avez vu, elle est massive, hein, la bougie haussière. Et typiquement, elle a été combattue ici. On peut le voir, hein, le marché a juste... On peut le voir, hein, le marché en monthly est juste allé... Il y a une mèche qui a recherché juste le niveau de clôture de cette bougie-là à l'époque. Donc en novembre 2022. Et donc c'est une zone d'extrême intérêt. Pour autant, derrière, on a passé au-dessus, on a overlappé. Donc ce qu'on avait dit, on a fait des plus hauts que la bougie d'avant. Donc là, on avait fait une bougie à 1060, on a fini par la casser et on allait chercher les 1009 pour la retester, pour ensuite continuer la tendance à aller chercher celle qu'on a cherché à 2700. Et en fait, tous ces niveaux d'extrême importance, forcément, c'est là où les gros niveaux de volume se sont faits. Donc on voit bien, en fait, que ce soit sur la tronche des bougies, donc les zones d'intérêt des bougies, que ce soit le haut de la bougie, le bas de la bougie, monthly, ce sont des zones avec des grosses zones de volume. Comme je dis, les grosses zones de volume, c'est là où ça réagit.
Donc vous pouvez voir facilement en monthly, vous avez facilement les deux niveaux extrêmement intéressants. C'est 1800 et 1600, c'est des zones, on a mis énormément de volume dedans. Donc pour moi, c'est là où il y a plus de chances qu'il y ait de la réaction. Au-dessus, il n'y a rien en soi, comme je t'avais déjà dit. Le problème de quand on a fait une bulle à l'époque, c'est vu qu'on a traité n'importe quel niveau, on n'a mis absolument pas de volume nulle part. Donc après, derrière, c'est à nous de leur dessiner du volume avec les prochaines bougies qu'on en fera. C'est pour ça que souvent c'est open bar pour moi. Enfin, on peut aller très rapidement au niveau au-dessus. Typiquement, voilà, on allait chercher le niveau à l'époque à 2008 tout juste, qu'on avait. C'était un niveau qu'on avait déjà un peu mis en avant dans les précédents lives. Mais pour moi, voilà, si vous êtes perdu en soi sur le marché, vous dézoomez. Vous dézoomez et vous faites le travail petit à petit. En monthly, les zones d'intérêt, ok, on va en weekly pour voir la tronche que ça a. Ok, on va en daily. Et j'ai oublié de répondre à un message. Et effectivement, est-ce que je trade en 1 heure ou 4 heures? Typiquement, j'ai dit que je ne tradais plus vraiment en soi. Je peux être un peu plus précis justement en allant dans 1 heure 4 heures pour le rentrer. Mais sinon, la grosse zone d'intérêt, c'est pas du trading. Enfin, c'est pas du trading, un trader, etc. Je peux aller peut-être un peu préciser mes entrées en 1 heure 4 heures, mais sinon, le plus gros du travail a été fait bien avant. Je me positionne pas juste sur du 1 heure 4 heures, bien sûr. Oui, une fois que il n'y a plus rien. Ouais, effectivement, les 3400, il n'y a absolument plus de volume. Donc il y a toujours en fait l'ATH qui fera forcément défendu, parce que les ATH sont toujours plus ou moins défendus. Mais c'est un peu être libre à l'imagination. Après, on n'y est clairement pas encore. Et voilà. Mais en fait, ce qui est bien en soi dans ce type de pattern-là, vous savez, chaque pullback, vous savez les zones qui ont un intérêt. Et forcément, la plus grosse intérêt, c'est 150. Mais effectivement, est-ce qu'on retournera à 150 ? En tout cas, je pense que si on retourne à 150 $ le TH, il y aura pas mal de gens morts, dont potentiellement moi qui aurais souffert sur la partie crypto. Mais voilà. Donc voilà pour ça. Avax, je vais faire vite fait Avax, mais Avax c'est à peu près pareil. Vous le voyez en monthly, il y a deux grosses zones d'intérêt. Donc je pensais qu'on avait clôturé au-dessus ici, donc je penserais qu'on pourrait tenir les niveaux. Donc là, cette clôture n'a pas encore été faite en soi, donc tout est possible. Mais sinon, ouais, les gros niveaux d'intérêt, en fait, vous le voyez sur tout le volume, ça va être ici. Ça va être sur du entre 23 et 20 quoi. Donc c'est là en tout cas que moi aussi je me chargerai de nouveau en AVAX. En tout cas je renforcerai parce que je n'ai pas forcément pu bien TP sur le remont. Mais c'est là que ça m'intéresse à plus ou moyen terme. Et là reviser justement après derrière les niveaux après ATP aller à 70 etc. Donc voilà. Tu regardes pas Chainlink? Non, Chainlink c'est pas quelque chose que je regarde, mais je peux regarder vite fait en dernière charte parce qu'après ça va faire un peu trop long. Je sais même pas si YouTube va accepter d'avoir une vidéo aussi longue. Mais Chainlink typiquement, on peut le voir rapidement. On a buté sur le gros niveau. Ici on avait une rupture, on a cassé ici en monthly. Donc on voit bien qu'il y a un gros intérêt ici à aller rechercher cette zone là, mais forcément une fois qu'on va chercher cette zone là, on peut voir qu'il y a de la réaction, il y a pas mal de volume. Donc on est clairement sur le buté on est clairement buté sur cette résistance là. Maintenant, typiquement les zones d'après, ça va être les zones d'intérêt, ça va être ici. Les anciennes clôtures monthly qui ont été intéressantes. Donc on a 11 et 9 quoi. Donc, et pour autant, là à l'heure actuelle, on est un peu au milieu de nulle part. Donc c'est compliqué. En tout cas en monthly. Après, tu peux aller en 4 heures, etc. Trouver potentiellement quelque chose. Mais je te parle juste monthly. Pour moi, je suis au milieu de nulle part. Donc je vais regarder justement Chainlink, ça m'intéresse autour de... tu vois, tu as une zone entre 11 et 9. Tu as une zone d'intérêt. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça que je construis en tout cas sur mes grosses positions sur le monthly. Et on a fait pareil, on avait fait le même travail à l'époque quand le BTC avait chuté. On avait des grosses zones d'intérêt à 12K, 15K. Enfin là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'historique. Top.
Donc il y avait on avait en dernière grosse zone d'intérêt qui était ici, qu'on n'était pas forcément allé chercher, parce que la réalité c'est qu'on va pas forcément chercher toutes les zones. On s'était arrêté sur la zone weekly, il me semble, ici. Voilà la zone weekly. Et donc moi j'étais en mode ok, bah on a cassé, donc potentiellement on ira chercher la prochaine zone weekly qui est intéressante et monthly. Donc c'était les 13K que j'attendais fortement pour vraiment rentrer de façon bourrin. Elle ne l'a pas été, donc j'ai dû rentrer de différentes manières. Mais voilà, après comme je dis, on a une zone, monthly c'est très large, donc on peut ou pas aller la chercher. Ça, après le marché fait ce qu'il veut. Hein. On peut faire des plans dans notre tête comme on veut. La réalité c'est qu'après le marché fait ce qu'il veut. Hein. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus sur le premier live. Enfin le premier live recorded. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Et donc du coup le prochaine vidéo, etc. Ce sera ce sera le briefing. Tu auras du boulot au montage, je pense. Alors non, en fait, comme j'ai expliqué justement sur j'ai coupé là, en soi, après ça va être de la discussion à côté, mais pour la suite, ouais, effectivement, la prochaine vidéo, ce sera le briefing du coup j'essaierai de faire justement concaténer un peu tout en 15 minutes, on verra. Tchuss.